L'ordre du groupe de veilleurs silencieux est là ce matin, à Studio 210, représenté par M. Verlan Kanga, le porte-parole de l'OGVS. Il est là pour parler du nouvel an solaire qu'ils vont célébrer bientôt et du voyage de Maître Anaël Moussakanda en Inde. Bonjour M. Verlan. Bonjour M. le journaliste. Très heureux de vous recevoir ce matin à Studio 210. Merci, c'est gentil. Monsieur Verlan, vous êtes le porte-parole, le nouvel an solaire de l'OGVS. Commence quand exactement? Pour cette année, en 2025, nous allons le tenir le 29 mars 2025 à la mairie de Mungali. Ce sera l'après-midi, aux alentours de 14 h. Vous avez dit retenir, ça veut dire que ce n'est pas la date exacte du début de l'année? En effet. Alors ça peut très bien s'expliquer parce que ici nous sommes dans un calendrier grégorien et quand on parle du calendrier solaire ici nous parlons du calendrier égyptien qui est d'abord le premier calendrier de l'humanité puisqu'il faut reconnaître ici que c'est en Afrique et les Africains, les Noirs au bord de la vallée du Nil qui ont inventé pour la première fois le concept de l'année et en égyptien ancien ça se dit Renpet et donc c'est ainsi que ce calendrier a été. Mais étant donné que le monde aujourd'hui a adopté le calendrier grégorien, voilà, donc il y a des correspondances par rapport à ce calendrier qui fassent que cette période-là s'étend entre mars et avril. Et pour des raisons organisationnelles, nous avons choisi la date du 29 pour célébrer le Nouvel An solaire. Ok, la date du 29. Alors, quelles sont les activités qui sont prévues au cours de cette journée? Les activités dans cette journée, il y a la réception des invités, des personnes. Il y aura également... Sans vous couper, Studio 217 invités, je crois. Bien évidemment, vous ne pourrez qu'être invité, merci. Merci. Voilà, donc il y aura la réception des invités, il y aura la présentation des nouveaux initiés dans le cadre de cette activité, puisqu'il faut savoir que la fête du Nouvel An solaire est pour nous un événement aussi initiatique. Et nous le tenons bien évidemment de notre tradition primordiale, ancestrale africaine, de l'Égypte antique. Et donc voilà, il y aura ça. Il y aura également la remise des diplômes à ces derniers. Il y aura un moment d'enseignement qui sera introduit et présenté par le vénérable grand maître Anaël lui-même en personne. Il sera déjà de retour à ce moment-là? Je pense bien. Oh. Et il y aura bien évidemment le moment de la fête où on pourrait boire, manger et célébrer. Boire, manger et célébrer le Nouvel An, ça se passe comme les chrétiens, comme les catholiques, comme ceux qui pratiquent le calendrier grégorien. Le 1er janvier, c'est la grande fête avec boissons, danse et tout. C'est pareil à l'OGVS aussi? Bon, la fête, c'est la fête. Le principe de la fête, c'est qu'il y a à manger et à boire, de la réjouissance. Après, la manière dont un individu s'est réjoui pendant la fête ne peut pas être dictée par quelqu'un. Bon, une question de curiosité. Est-ce qu'à part l'OGVS, il y a aussi d'autres personnes qui célèbrent aussi le Nouvel An solaire comme vous le faites? Bon, le Nouvel An solaire, il faut le dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'OGVS. Nous n'inventons rien. Déjà, si on prend en compte que cette année, je pense autour du 20 janvier, c'était le Nouvel An chinois qui est aussi qui relève aussi du calendrier solaire. Même le calendrier grégorien que nous utilisons est un calendrier solaire parce que ce calendrier a été emprunté au calendrier égyptien. Vous savez, dans l'histoire, on nous a dit que c'était les Mésopotamiens. En Mésopotamie qu'est venue une grande civilisation. On aurait même attribué vers l'an 3000 avant Jésus-Christ l'invention du calendrier par les Babyloniens, ce qui est totalement faux, il faut le dire aujourd'hui, parce qu'il faut reconstituer l'histoire dans son véritable contexte. C'est parce que ce sont des Africains qui l'ont inventé autour de 3500 et 4000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, un peu plus tard dans l'histoire, il y a, je pense que c'est autour de 1518, dans les années 1518, avec le pape Grégoire XIII, qu'il y a eu l'avènement du calendrier grégorien. Donc il n'est pas si ancien que ça, ce calendrier que nous utilisons. Voilà. Oui. Il existe aussi...
D'accord. En Égypte, il n'y a pas... Aujourd'hui, en Égypte, il faut le reconnaître, c'est difficile de trouver ces anciennes... Mais c'est normal, ce n'est que normal. Ce n'est que normal qu'en Égypte, qu'on ne puisse pas trouver ces anciennes traditions parce que l'Égypte est arabe aujourd'hui. Et ces Arabes ne sont pas arrivés là, ce ne sont pas des autochtones de cette région. Ces Arabes sont les mêmes qui sont en Tunisie, en Mauritanie, au Maroc. Ils sont arrivés là par un mouvement d'agression des peuples qui vivaient là au préalable, qui étaient des véritables autochtones de cette région et qui étaient des Noirs venus du cœur de l'Afrique. Ces Noirs qui sont venus du cœur de l'Afrique et qui ont fait essaimer cette civilisation jusqu'au bord de la vallée du Nil et ont fondé une très grande civilisation qui est la civilisation égypto-nubienne qui ensuite deviendra la civilisation égyptienne, ont posé les bases de cette culture et du concept de l'année. Et donc il n'y a plus un peuple égyptien autochtone là-bas qui le célèbre. Mais quand on célèbre même le 1er janvier, le nouvel an, c'est toujours le nouvel an solaire. C'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes dates parce qu'il y a des débuts différents par rapport à l'approche du calendrier grégorien. Mais si l'on regarde la constitution du calendrier solaire égyptien, il y avait bien évidemment 12 mois et le calendrier solaire a 12 mois parce qu'il s'agit du tour qu'effectue la Terre autour du Soleil, donc c'est en cela que c'est un calendrier solaire. Et en plus de ça, il y avait 3 grandes saisons dans le calendrier égyptien ancien. Il y avait la saison de Haket, qui était la saison de l'inondation, où il y avait la montée du Nil, un peu comme chez nous également, la saison des pluies. Il y avait la saison de Répet, qui était... je pense que c'est Péret, je crois, voilà le concept égyptien ancien, qui était le moment de la saison de la fraîcheur, qui est chez nous un peu comme la saison sèche. Et enfin, il y avait la saison de Shemou. Shemou en égyptien ancien, qui veut dire chaleur. Et ce moment, cette saison-là, le premier mois de cette saison, c'est le mois de Pakon ou de Pachon. Là, c'est dans le copte. Et ce mois correspond à la période entre mars et avril, entre mars et avril, entre le 14-15 jusqu'au 18 mars et avril. Donc c'est le moment que le soleil entrait dans la constellation du Bélier. Et c'est pour ça que nous avons choisi très exactement ce moment pour introduire le nouvel an solaire. Est-ce qu'on peut estimer à peu près en quelle année sommes-nous par rapport à ce calendrier? Non. On peut pas le situer, mais c'est quelque chose d'assez simple. Parce que vous avez cité là le calendrier chinois, par exemple, qui est un calendrier solaire aussi. Oui. D'après ce calendrier, nous serons en l'an 4538. Donc, ils ont commencé quelque part, à commencer à compter. Est-ce que selon ce calendrier solaire de l'Égypte antique, on peut avoir une certaine précision? Mais non. En quelle année sommes-nous? Mais non. Au fait, si on regarde très objectivement, nous ne sommes pas non plus en 2025. Nous sommes en 2025 parce que Jésus serait né en l'an 0 et qu'on aurait commencé à compter à partir de là. Mais Jésus a des parents. Les parents de Jésus sont nés avant Jésus. C'est-à-dire Marie est née avant Jésus et les grands-parents de Marie sont nés avant lui. Est-ce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas d'année? Non, nous ne sommes pas non plus en 2025. Il s'agit juste des repères temporels, des repères temporels, où on dit, par convention, qu'on partirait de là et maintenant, le monde a adopté ça comme tel. Et si tel est le cas, comment on peut estimer l'âge de quelqu'un par rapport au calendrier solaire? Si je prenais, excusez-moi l'amalgame, si je prenais par exemple un juif ou un chrétien, je lui disais par rapport au calendrier hébreu, vous avez quel âge? Il ne pourrait pas le dire. Parce que ce ne sont plus des calendriers qui sont utilisés aujourd'hui. Nous sommes nés avec des références du calendrier grégorien. Donc il s'agit ici d'une question qui pourrait, dans un sens, être un peu provocateur. Le calendrier sert de repère, même sur le plan historique, à dater les événements. En effet. Mais comment vous le faites par rapport à ce calendrier s'il n'y a pas de repère précis? Alors nous savons de manière très précise que aux environs de 3500 et 4000 ans avant Jésus-Christ, nous avons introduit ce calendrier dans la civilisation. Et il y a des événements qui ont été datés à partir de ce calendrier. Ces événements sont propres à la culture africaine, mais aussi au patrimoine mondial, notamment l'avènement des pharaons, notamment les grandes inventions de l'histoire antique
qui ont permis aussi à ce que les Grecs, par leurs premiers savants, notamment Thalès de Milet et Pythagore de Samos, de récupérer notre connaissance, de l'emmener en Grèce et à Rome, ce qui finira plus tard par donner la civilisation gréco-romaine. Voilà. Alors, comment fonctionne ce calendrier? Je veux dire, comment vous nommez les mois? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 12 mois dans ce calendrier, et les mois comment sont nommés ces mois? Donc, je disais, il y a 12 mois dans ce calendrier, mais ce calendrier est un calendrier, si on peut utiliser le terme, c'est un calendrier qui est mort. C'est-à-dire, quand on parle de mort, c'est un calendrier qui n'est plus utilisé. Donc, quand on prend le calendrier hébreu, par exemple, le calendrier hébraïque, il n'est plus utilisé de manière générale. Mais on sait, par exemple, que dans le cadre de la Pâque, quand on fête la Pâque, on est entre mars et avril. Les dates ne tombent jamais le même jour. Effectivement. Et c'est par adaptation du mois de Nisan qui constitue ce mois-là. Et ce mois se trouve entre 2 mois du calendrier grégorien. C'est par adaptation parce qu'on ne vit plus sous ces calendriers. Donc il y a en effet plusieurs mois dans le copte qu'on ne saurait pas s'attarder dessus. Parlons du voyage de Maître Anaël en Inde. Oui. Maître Anaël se trouve présentement en Inde. Alors, les raisons de ce voyage, on peut savoir pourquoi il est allé en Inde? Bon, mais comme la majorité des grands maîtres et des maîtres ascensionnés avant lui, il s'agit ici d'un voyage de pèlerinage où il va rencontrer d'autres maîtres, il va échanger avec d'autres maîtres, parce qu'il est important de se faire connaître en tant que quelqu'un qui a une très grande mission. Vous savez, les grands maîtres ont voyagé à l'époque. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui est au courant du déplacement du Vénérable. Il dit, mais il n'est pas allé se faire couper les njoloko et tout ça là. Puissance. Mais non, absolument non, ce n'est pas le cas. Le maître Yogananda, par exemple, qui est un maître de l'Inde, de l'Orient, s'est retrouvé en Europe et en Amérique. Mais quand c'est un maître de l'Inde qui va en Europe et en Amérique, on ne dit pas qu'il va aller s'attraper des degrés en Occident. Mais quand c'est un Africain qui fait un mouvement vers les autres traditions, on pourrait peut-être se prétendre à dire ce genre de choses. Non, il faut reconnaître la valeur et la maîtrise de nos maîtres. C'est quelque chose d'important. Tant pour tous nos acteurs, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan scientifique, il faut reconnaître ceux qui ont la valeur d'apporter quelque chose, et quand ils décident de s'ouvrir à la face du monde, c'est un moyen pour nous de les accompagner également. Quand on fait ce genre de déplacement, il faut avoir la même obédience que là où vous allez. Par exemple, je ne vois pas un animiste congolais aller par exemple en Inde, se présenter comme étant un spirituel, comment on va le recevoir? Il faut au préalable avoir des rapports, avoir des contacts, ou même avoir la même obédience, non? Non, je ne pense pas trop. Vous savez... comment il va se présenter là-bas? Très bien. Le maître Anaël est d'abord un maître spirituel. Il est un maître spirituel, et pas n'importe lequel. Il est l'avatar de synthèse. Et il y a une mission de guider l'humanité dans cette ère du Verseau. Par synthèse, nous parlons ici de l'association et la fusion des traditions et des spiritualités du monde. Donc ne soyez pas étonnés si le vénérable grand maître Anaël se retrouvait en Israël, par exemple, ou encore en Égypte. Bon, en Égypte encore que vous trouverez normal puisque nous faisons l'apologie de la tradition africaine, mais s'il se retrouvait en Israël, vous allez dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec les Juifs ou qu'est-ce qu'il fait avec la chrétienté? Nous ne négligeons pas, nous ne sommes pas une secte. Nous n'avons pas prétention de faire preuve d'ostracisme ou encore de discrimination vis-à-vis d'autres spiritualités. Non, donc nous nous présentons, et donc ici je parle du vénérable grand maître Anaël, étant donné que je suis le représentant délégué du vénérable grand maître Anaël. Donc il se présente en Inde en tant que maître spirituel et on le reconnaîtra comme tel. On le reconnaîtra comme tel, excusez-moi parce que les mots se bousculent dans ma bouche, il est avatar de synthèse, c'est comme ça qu'il se présente ici. Est-ce qu'il sera reçu là-bas comme tel? Mais ce n'est pas vous et moi qui allons le dire. Vous savez, je ne vais pas faire ici la polémique ou encore le fanatisme. Ce n'est pas vraiment notre Parce que idéologie. quand on se dit avatar de synthèse de l'humanité, on est unique. Voilà ce que ça veut dire. Alors, si vous vous présentez en Inde, vous vous présentez comme étant l'avatar de synthèse, ça risque de bousculer les choses un peu. Vous savez que le vénérable grand maître Anaël n'est pas le premier avatar de l'humanité.
C'est-à-dire il n'est pas la première personne qui soit venue avec cette mission. Il y a eu des avatars qui sont venus, ils ont fait leur mission, ils sont partis. Il s'agit des époques. Et chacun, selon son époque et sa mission, apporte bien évidemment sa pierre à l'édifice pour le bien de l'humanité. Donc il y va. Ce n'est pas quelque chose que nous doutons de ça, ce n'est pas un titre que l'on porte juste pour le plaisir de porter. D'ailleurs, s'il s'en va en Inde et en sa qualité de grand maître et d'avatar de synthèse, donc ce n'est pas un titre qu'il porte pour se faire plaisir. Il s'agit d'une position qu'il défend, d'une qualité qu'il possède et d'une mission qu'il porte. Et en face d'autres maîtres, dans des échanges évidemment, ils le reconnaîtront comme tel, je l'ai dit. Dans les échanges qu'il aura là-bas, bon, certainement à son retour, il nous en dira un peu plus, parce que les enseignements qu'il donne ici, la tradition égyptienne lui dit que c'est la tradition primordiale, ce qui veut dire que même la tradition indienne est postérieure à ce qu'il va enseigner. Est-ce que les autres vont l'accepter comme ça? Mais les autres, en tout cas, peut-être en dehors de l'Afrique et aussi de l'idéologie occidentale, mais les autres peuples le savent très bien. Les autres peuples, et même individuellement en Afrique et en Occident, ceux qui ont fait preuve de recherche, qui se sont libérés des liens de l'idéologie, savent très bien que l'Afrique a été le berceau de la civilisation. Et c'est même pas moi qui dis cette phrase-là, c'est le professeur Cheikh Anta Diop, à qui je voue un vivant hommage, quoique parti depuis. Donc, ils le savent très bien que la tradition orientale, la tradition hébraïque, la tradition chrétienne, toutes ces traditions, même la tradition islamique, toutes ces traditions viennent de la tradition africaine, qui est une tradition première et primordiale. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons idéologiquement. Nous ne prenons pas ça idéologiquement. Il s'agit des faits historiques. Bon, si j'ai posé cette question, parce que en suivant l'actualité de nos jours, nous voyons bien que le rapport entre les Noirs, quand ils vont en Inde, par exemple, ils ne sont pas vraiment acceptés. Hein, je parle des rares cas qui nous reviennent, d'agression, de racisme et tout ça. Et Maître Anaël se présente là-bas, avatar de synthèse, promoteur de la tradition primordiale. Il va pas se laisser lyncher là-bas, mais comment ça va se passer? Il est bien arrivé? Vous avez le retour? Oui, il est bien arrivé. J'ai échangé avec lui au téléphone. Il m'a envoyé des images également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'il y a ces phénomènes-là qui ont été observés, notamment des questions de racisme, etc. Mais il s'agit ici d'un comportement de certaines personnes. On ne va pas mettre ça sur le dos du gouvernement indien ou encore sur le dos de la population indienne en général. Vous savez, même en Europe, nous avons les mêmes problèmes. C'est peut-être qu'en Afrique, parce que nous avons un comportement très chaleureux, que nous ne tombons pas trop dans ces histoires-là. Mais le vénérable grand maître Anaël n'est pas le premier maître africain à se retrouver en Inde. Vous savez, au Congo, il y avait le maître Zéphirin Lassi, qui était aussi en Inde, qui a même été formé là-bas. Donc il n'a pas eu un problème de survie. Encore qu'à cette époque, le racisme était encore prononcé de manière assez officielle dans certaines parties du globe. Donc voilà, il n'y a pas de problème quant à la peau ou voilà, à son origine africaine, non. En tout cas, nous lui souhaitons un bon séjour là-bas. Revenons à la célébration du Nouvel An. Vous l'avez dit, ce serait le 29 mars. En effet. Où exactement, vous l'avez déjà dit? Ce sera à la mairie de Mungali, mairie de Mungali. Et d'ailleurs, nous invitons toutes les personnes qui voudront bien venir. C'est une fête qui est ouverte. À cette célébration, nous invitons les curieux, les amoureux de la spiritualité et toute personne qui veut aussi, bien sûr, découvrir la spiritualité africaine, de comprendre l'essence même de cette spiritualité. C'est ouvert à tout le monde ou c'est sur invitation, comme vous l'avez dit? Non, c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas sur invitation. C'est vrai que vous avez une invitation particulière compte tenu de nos affinités. Le vénérable est toujours et le plus souvent reçu ici très chaleureusement. Donc c'est une invitation pour le Studio 210. Merci beaucoup, Monsieur Verlan Kanga, d'être passé à Studio 210. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Nous saluons particulièrement Monsieur Miona Frédéric, qui est parti de Kintélé,
un fan que nous encourageons et merci, M. Frédéric Millona, de l'intérêt que vous portez à cette émission Studio 210. Ne zappez pas, le face-à-face va commencer entre le docteur Boris Mbota et le rosicrucien Bassou Kama. Face à face.